châteaux majestueux, des villages à la forte personnalité des paysages sublimes et cette rivière, la Dordogne, qui crée le lien. Soyez les bienvenus en Périgord pour découvrir un trésor de Nouvelle-Aquitaine. Les 10 km sans doute les plus fous, les plus dingues pour les amoureux de patrimoine. De Dôme, Bastide perchée au-dessus d'un méandre, à Béinac, puissante forteresse médiévale, en passant par l'inattendu village de la Roque-Gajac accroché à la falaise, on trouve ici une concentration unique en Europe de lieux à couper le souffle. Ouvrez grand les yeux, le spectacle va être grandiose. Cap sur la Dordogne, un petit coin de paradis. C'est un tout petit tronçon au sud de Sarlat, de quelques kilomètres seulement sur les 480 que parcourt la rivière Dordogne. Mais il est d'une richesse inouïe. Il y a de multiples façons de découvrir cette partie du Périgord noir, et l'une des plus rafraîchissantes est d'embarquer sur un canoë pour profiter au fil de l'eau d'un angle de vue inédit sur ce patrimoine. Lorsqu'on évoque la Dordogne, Romain, on pense tout de suite préhistoire, château, jardin, mais parlons d'abord du cadre de ces paysages. Et ouais, la Dordogne est avant tout un don de l'eau. S'il n'y avait pas eu l'eau, les hommes préhistoriques et puis les périodes suivantes ne se seraient pas installés et épanouis ici. Effectivement, la Dordogne est à la fois la grande ligne de vie, parfois la ligne de partage aussi de cet espace. Une ligne de vie qui prend ses sources à plus de 200 km en amont dans le Massif central, et qui va un peu plus de 200 km en aval se jeter dans les bras de l'océan Atlantique. La qualité de l'eau, elle est notable, elle est peut-être même rare en France. Nous sommes ici en train de ramer sur le seul grand fleuve baignable d'Europe. Ah ouais. C'est le seul dans lequel on peut se baigner sans danger. C'est fou. C'est une des raisons pour lesquelles l'UNESCO a décidé il y a quelques années de classer cette rivière et tous ses affluents au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa richesse de biodiversité. Et là, je vois de magnifiques fleurs blanches à côté de nous. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors ça, c'est des petites renoncules aquatiques qui sont effectivement en fleurs en ce moment, qui ressemblent un peu à des algues, là, sur 5 à 6 mètres. C'est un signal de la bonne qualité des eaux, justement. Et regarde, tu as même une libellule qui est venue se poser sur toi. Oui, ça aussi, c'est un signe. Des libellules, des demoiselles, il y a des dizaines de variétés de libellules, dont beaucoup d'entre elles sont protégées sur la rivière. Romain est professeur d'histoire-géographie à Sarlat. Il a créé l'association Périgord Patrimoine. Très sensible à la dimension environnementale de cette vallée, il s'attache à faire connaître et faire aimer tous les visages de son pays natal. Cette rivière, elle raconte aussi l'histoire des hommes, et parmi eux, les plus anciens, les hommes préhistoriques. Mais effectivement, un peu partout, il y a des sites préhistoriques ou de la fin de la préhistoire du néolithique qui ponctuent la rivière. Et là, pas loin d'ici, là, sur la rive droite, on a trouvé des vestiges de l'époque gallo-romaine. Une villa, comme il y en a plusieurs dans la vallée, un peu en aval également. Et puis évidemment, le Moyen-Âge, bon, ça qui est plus facile à évoquer puisqu'on a tous en tête les châteaux et les petits villages, hein, qui est une période durant laquelle la civilisation humaine s'est épanouie sur les rives. Ces falaises, elles contraignent la rivière, donc qui se met à faire... alors, on dit des méandres normalement, mais ici, je crois qu'on utilise un autre mot. Oui, alors ici, on dit cingle. Alors, ça a une origine latine, cingula, qui veut dire ceinture. Ce même mot qui, en patois, veut dire serpent. Hein. Donc, effectivement, on a gardé le mot de cingle lorsque le méandre est très prononcé. On a des falaises calcaires du Crétacé qui ont 50-60 millions d'années, qui contraignent la rivière à serpenter. Et c'est ce qui crée ces paysages sculptés au cours des millénaires
et qui nous plaisent tant. J'aperçois comme des maisons là-haut. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors il s'agit de la bastide de Dôme, qui est l'acropole du Périgord. C'est un des plus beaux villages de notre petit coin de paradis. Il faut quitter le lit de la rivière et s'envoler tel un oiseau pour découvrir l'incroyable cité médiévale de Dôme. Une bastide créée au XIIIe siècle par le roi de France comme une base militaire pour reconquérir l'Aquitaine, alors possession de la couronne anglaise. Une bastide, Virginie, c'est une ville neuve créée au Moyen-Âge et qui est souvent reconnaissable à son plan très régulier, géométrique, mais ici, il faut s'adapter au terrain. Oui, tout à fait, parce que Dôme a été construit sur un piton rocheux, haut de 150 mètres, au-dessus de la rivière Dordogne. C'était un point stratégique et il n'était pas du tout possible de faire quelque chose vraiment en forme de damier. Donc on a quand même la place centrale carrée, la place de la Halle, avec toutes les maisons autour, mais après ils se sont adaptés au niveau de la surface du sol et vu du ciel, ça ressemble plutôt à un trapèze. C'est une bastide du coup qui a une personnalité par rapport à ces fameux plans très géométriques qu'on voit souvent dans tout le sud-ouest. Beaucoup de personnalités à Dôme, il y a déjà 2 places et il n'y en a pas qu'une seule. Dôme était divisé en 2 parties, la partie haute réservée aux nobles et partie basse réservée aux paysans, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une bastide royale qui a été construite par le roi de France. Alors ici, on arrive devant la magnifique halle, cette halle qui date du XVIIe siècle. Et à l'origine, cette place donc, est vraiment la base de la bastide, puisque c'est vraiment la partie carrée de ce fameux damier, puisqu'elle fait 39 mètres de côté avec les rues perpendiculaires les unes aux autres qui descendent jusqu'aux fortifications, jusqu'aux remparts et aux différentes portes. Là, on voit ces jolies colonnes avec cette pierre calcaire magnifique blonde sous le soleil. Il ne faut pas oublier qu'on est sur le rocher, là, sous nos pieds. Oui, sur un rocher bien calcaire. Donc la stratégie au départ, piton rocheux, mais après on a une grosse surprise, c'est qu'on possède une des plus grandes grottes naturelles du Périgord noir, ouverte au public aujourd'hui, puisque la halle aujourd'hui sert d'entrée aux grottes. Elle fait 450 mètres de long. Ah ouais. Donc tout le monde la cherche souvent à l'extérieur du village et non, elle est en plein centre de la bastide. Donc là, on a un petit gruyère sous nos pieds, quoi. Ouais, du gruyère, il y en a un peu partout, puisqu'il y a d'autres grottes à Dôme, des grottes à peinture qui seront malheureusement jamais ouvertes au public. Mais voilà, c'est tout le Périgord noir avec beaucoup de grottes préhistoriques. C'est vraiment un village qui a beaucoup de charme et puis avec un patrimoine bâti qui est quand même assez exceptionnel. Oui, on a beaucoup de bâtiments et de monuments historiques classés dans la bastide. Et là, en face de nous, on a la magnifique maison du batteur de monnaie. On a une idée à peu près de sa date de construction, non? Au XIIIe siècle, la bastide... Les petites fenêtres à meneaux c'est en ça. haut. Donc c'était une pièce en cuir qu'on appelait l'obsidionale et qui était battue dans cette magnifique maison du XIIIe siècle. L'obsidionale, tiens, je connaissais pas, c'est quoi? L'obsidionale, c'était une pièce en cuir que le roi de France a mis en place pour payer les ouvriers qui venaient construire sa bastide. Et en payant les ouvriers avec cette monnaie, ils étaient obligés de rester vivre ici, puisqu'à l'extérieur... C'est une monnaie locale. C'est une façon en fait de sédentariser les gens dans cette bastide. C'est ça, mais la bastide au départ militaire, ensuite rôle principal des bastides c'était le commerce. Et pour qu'il y ait du commerce, il fallait peupler cette bastide. Donc pour la peupler, le roi de France met des privilèges en place. Alors là, on va rentrer dans la porte des Tours, qui servit de prison et qui est la plus imposante des 3 portes. Et regarde un petit peu ce qu'il y a sur les murs et dis-moi ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu vois? C'est des graffitis, c'est ça? Des graffitis qui sont très vieux, qui datent du XIVe siècle. Dans les années 70, la porte elle était complètement à l'abandon. Et on a eu un chanoine, le chanoine Tonnelier, qui est venu ici et qui les aurait authentifiés à l'époque des Templiers. Et les Templiers, quand ils ont été emprisonnés par le roi de France, il fallait les trouver des prisons propices. Et la porte des Tours était vraiment parfaite. Donc ils auraient gravé un message que nul ne sait traduire. Et il y a différentes interprétations. Et depuis 2018 que la porte a été rénovée, il y a eu une nouvelle étude des graffitis, des gens qui disent que c'est peut-être pas forcément templier, mais que ça date de la guerre de 100 ans, des guerres de religion. Donc on relance le mystère des graffitis à Dôme. On peut imaginer que c'était pour eux peut-être comme un hôtel, un endroit pour aussi exprimer leur foi. Tout à fait, puisque la première partie représente un petit peu la religion et la deuxième partie des graffitis, c'est plutôt leur colère. On voit à un moment la représentation du pape et c'est le pape qui les a abandonnés en abolissant l'ordre. Donc ils veulent se rebeller contre le pape et on a ces graffitis ici de représenter.
En tout cas, qu'ils soient l'œuvre ou non des Templiers, ces graffitis sont vraiment exceptionnels. Alors là, je t'emmène en hauteur sur un endroit exceptionnel où personne n'a accès. Fais attention à toi. Sur les toits de Dôme. On a une vue là sur toute la campagne environnante. En fait, le trésor de Dôme, c'est Dôme lui-même. Ouais. C'est ça, la Bastide et toute sa campagne daumoise avec la Bastide qui fait 12 hectares à l'intérieur des murailles et la campagne qui est très étendue sur 15 km aux alentours. On a une idée de combien de personnes vivaient dans la Bastide après sa fondation au Moyen-Âge et dans les siècles Au Moyen-Âge, apparemment, il y aurait eu 20 000 habitants dans la Bastide. C'est énorme, ouais. Et aujourd'hui, il y a combien d'habitants? À peine 80 à l'année, ouais, dans la Bastide, intramuros. Hein. Sinon, il y a 1000 habitants à l'année sur la commune. Et combien de visiteurs à peu près par an? 1 million environ. C'est colossal. C'est colossal, oui. Quel ravissement, quand même, depuis cette Bastide, on prend de la hauteur pour admirer les paysages. Ouais, on ne se lasse pas de ce point de vue sur la vallée de la Dordogne. Personnellement, le plus beau point de vue, le plus beau panorama. On peut voir la Roque-Gageac, le château de Montfort, Vitrac. Enfin, c'est vraiment un fabuleux paysage. Ça fait de nombreuses années, toi, que tu fais découvrir cet endroit. Est-ce qu'on s'habitue à la beauté, on continue à être touché par elle? On ne peut pas se lasser d'un paysage comme ça. Il y a plein de monde qui monte le matin. Quand le brouillard qui se lève sur la vallée, ça repose. C'est non, franchement magnifique. Je voulais te remercier de ce bon moment. Je garde en tête, on va dire, ces graffitis templiers, peu importe s'ils ne le sont pas, mais j'ai trouvé ça magnifique. Super. Puis je vais aller rejoindre Romain, qui est en bas, que je vois dans son canoë pour continuer. Je crois qu'il y a des jolies choses. Qu'on peut Ouais, il y a avoir. encore beaucoup de choses à voir. Ça va régaler. Une super belle balade. Merci. Merci à toi. Aujourd'hui, on navigue pour le plaisir sur cette rivière, mais si on avait été là il y a quelques siècles, ce serait quoi? On peut dire une autoroute? Une bateau-route. Oui, la Dordogne a été quand même la grande voie. Certes, il y avait des chemins depuis l'Antiquité, depuis le Moyen-Âge, mais les chemins étaient souvent en mauvais état, ils étaient dangereux. Et donc, finalement, rien de mieux qu'un grand fleuve pour pénétrer à l'intérieur du pays. Il y avait un endroit où on pouvait radouber les bateaux, on pouvait les réparer. Il y avait des auberges qui accueillaient les gabariers. C'est fou, c'est une activité économique et une activité tout court d'ailleurs qui devait être incroyable, non, à voir? Oui, alors on pense qu'il y avait quand même de très très nombreux bateaux qui permettaient aux gens de coin de pouvoir vendre leur vin, leur bois, leur charbon. Et en échange, parce que parfois il y avait quelques bateaux qui pouvaient remonter, prenaient par exemple le sel, ou plus tard d'ailleurs le sucre, qui venait des Antilles. Donc il y a eu un échange dans les deux sens. Hein. C'est incroyable, on a l'impression d'être sous un château, mais alors c'est un château naturel, où est-ce qu'on se trouve? Alors là on est dans les falaises des Pendoyles. D'ailleurs ce sont des falaises qui ont été habitées par les hommes, on le sait, depuis la fin de la préhistoire, parce qu'on a retrouvé un peu de matériel du néolithique. Et c'est l'endroit auprès duquel je vais me baigner avec ma famille depuis que je suis petit. Je sens que tu as une relation quand même très très intime avec cet endroit, avec cette rivière. On aime la quiétude, on aime les odeurs aussi. On a eu l'occasion de parcourir ces rochers avec mes frères lorsqu'on était plus petits, en espérant découvrir peut-être quelque chose. Mais voilà, ça participe de l'enchantement des lieux. C'est vraiment la merveille du délassement. Ouais. Quelle merveille! On a l'impression que c'est un village qui fait de l'alpinisme. Où est-ce qu'on est là? Alors on arrive à la Roque-Gageac. C'est évidemment l'épicentre amoureux de ma petite perception des lieux. On voit que le village effectivement est collé entre rivière et falaise. Et ce lien avec la rivière constitue l'essentiel de son histoire. C'était un port gabarier? Ouais, grand port gabarier avec la petite pente en pierre qui permet de montrer où les bateaux s'arrimaient lorsqu'ils arrivaient dans le village.
Les origines de la Roque-Gageac remontent au Moyen-Âge. Réputé imprenable, le village devint le refuge des évêques de Sarlat. On leur doit notamment la splendide église du XIVe siècle, avec sa toiture en lauze et son clocher-mur. C'est fou parce que on a l'habitude de voyager dans le temps ici dans le Périgord, mais là j'ai carrément l'impression de voyager physiquement, d'être sous les tropiques presque. D'être ailleurs, en Méditerranée, ou effectivement presque sous les tropiques. En réalité, le jardin trouve son origine dans la passion d'un homme, Gérard Dorin, qui était économiste international et qui a commencé à ramener lors de ses voyages des plantes tropicales qu'il a commencé à planter ici ou là, puisqu'il habitait dans le cœur du village. Et en fait, de fil en aiguille, voilà, les productions, les plantations sont développées jusqu'à aujourd'hui où on a encore une dizaine de bénévoles qui entretiennent le jardin tropical, qui est rendu possible parce que la roche ici, qui est orientée au sud, garde la chaleur, la restitue la nuit, ce qui fait qu'il y a un microclimat à la Roque-Gageac qui fait qu'il ne gèle quasiment jamais, ce qui permet donc à ces plantes méditerranéennes ou tropicales de survivre ici. Il y a beaucoup de charme dans ce village et il y a des maisons qui attirent l'œil, notamment celle là, qui est très belle au niveau architectural. Oui, c'est le manoir de Tarbes. Alors Tarbes est connu pour avoir été une espèce de grand homme de la Renaissance, donc un homme d'église, intéressé par les mathématiques, par l'astronomie, et qui alla jusqu'en Italie, rencontrer Galilée, et Galilée lui aurait donné la première lunette astronomique qui aurait permis à Tarbes d'écrire un ouvrage sur les taches du Soleil. Cette falaise, elle est vraiment au-dessus des maisons. Tu disais que ça pouvait être dangereux. Il y a des cailloux qui tombent parfois. Oui, alors il se trouve qu'il y a eu un épisode tragique en 1957 où à 10h du matin, un gros bout de rocher a emporté une grande partie du village. Et donc le village a été complètement balafré, la route a été évidemment coupée. Et pendant ensuite des années, la roche a subi des travaux de purge, parce qu'on voyait bien qu'il y a d'autres rochers qui étaient prêts également à tomber. Ça se mérite quoi de vivre ici? Ça se mérite. Hein. Et puis, à partir des années 70-80, le village a été reconstruit à l'identique, ce qui fait qu'aujourd'hui, la trace de la tragédie a disparu, même si elle est restée dans l'esprit des habitants, évidemment. Vu la configuration de ce village, j'imagine que c'est quand même assez compliqué de construire des maisons. Oui, finalement, le village il a été construit sur une sorte de talus d'ébouli. C'est ce qui fait son caractère étagé. Les populations ont dû négocier entre le risque d'éventuellement se prendre un caillou sur la tête et le bénéfice d'être abrité par une roche qui garde la chaleur, éventuellement la fraîcheur. Dans cette négociation de risque-avantage, en réalité, il se trouve que les populations, au moins ici depuis le Moyen-Âge, ont trouvé intérêt à finalement se coller au rocher. Je me trompe ou tu as un attachement particulier à ce village de la Roque-Gageac? En fait, j'ai grandi en haut des falaises qui sont toutes proches, contiguës, dans le village de Vézac, en haut de la Malarterie. On dormait, on avait fait une cabane à ras de falaise dans laquelle on dormait l'été. Et donc, évidemment, ça laisse des traces dans des endroits qui étaient probablement occupés à la guerre de 100 ans. Donc, quand on se raconte ces petites histoires, ça permet un peu d'enchanter son quotidien. On imagine presque trouver des trésors à chaque fois qu'on pédait dans un trou, quoi. Et là, je me retourne et il y a encore cette rivière qui est là. Et puis ces paysages, on ne s'en lasse pas. Non, on s'en lasse pas. Et tous les gens qui partent finissent par revenir un peu. Un peu comme le saumon, hein. On va grandir ailleurs et puis il y a un moment, on remonte les flots de la rivière, on aime bien se poser là. Alors parfois, les contraintes de la vie font que c'est pas possible d'y rester longtemps, mais en tous les cas, d'y venir et d'y revivre, parce que c'est mon privilège, c'est quand même un grand plaisir. Pour les amateurs de patrimoine et de beaux paysages, cette partie de la rivière Dordogne est une terre bénie des dieux. Chaque méandre offre un nouveau tableau, une nouvelle occasion de s'extasier. Et lorsque l'on atteint la forteresse de Beynac, on se surprend à chercher les mots.
que ce château est impressionnant, Michel. On ne voudrait pas être à la place d'un soldat qui, au Moyen-Âge, partait à l'assaut, cette forteresse. Mais cette forteresse est imprenable. D'ailleurs, elle n'a jamais été prise. Et chaque fois que j'arrive ici, je suis tout à fait impressionné par la puissance de ces murs. Ils ont hissé les pierres à la force des bras. Il faut s'imaginer qu'on est au début du Moyen-Âge. Ces murs-là n'ont pas 1000 ans, mais presque 1000 ans. En plus, on doit ce château à une grande famille, la famille de Beynac, qui est l'une des plus importantes en France, qui a marqué de son sceau l'histoire de France, on peut dire. La famille de Beynac fait partie de ces grandes familles françaises. Adhémar de Beynac, le deuxième du nom, est mort en croisade. Voilà, c'est vraiment l'histoire de France qui défile devant ces pierres. L'histoire de France, on peut le dire, parce qu'en ligne de mire, juste en face, on a le château de Castelnau. C'est quoi, c'est le rival de toujours? Ah, c'est le rival de toujours, c'est l'autre forteresse. Et alors, ils étaient rivaux déjà durant la guerre de 100 ans. Alors ici, on était du côté français, n'est-ce pas? Richard Cœur de Lion est venu ici, il a dit ici c'est la France. Et de l'autre côté, les gens de Castelnau, les Castelnau, n'est-ce pas, ont choisi les Anglais. Et cette concurrence, cette compétition dure toujours sur le plan touristique. Deux très jolies forteresses magnifiquement restaurées. Alors tu le dis, joli, mais on ne soupçonne pas, par exemple, l'état dans lequel était le château de Castelnau quand il a été racheté. Ici, il y a des travaux magnifiques qui sont en train d'être faits sur le corps de logis. On refait la toiture en lauze. Les propriétaires actuels... ce sont quoi, des sauveurs de patrimoine? Tout à fait, ces gens sont tout à fait admirables. Ça fait 60 ans ici que les propriétaires investissent des sommes considérables pour sauver le patrimoine et on leur doit un coup de chapeau. Il faut quand même préciser, 1001 châteaux, ça colle à ce Périgord, c'est devenu un slogan, mais t'es quasiment à l'origine de cette formule, toi. Alors moi j'ai été publicitaire dans une autre vie, n'est-ce pas? Et la baronne de Bastard, qui était propriétaire du château de Hautefort, un jour avait voulu faire la promotion touristique des châteaux du Périgord et nous avions trouvé ensemble cette formule, les 1001 châteaux du Périgord. Alors en vrai, tu les as comptés ou pas? Il y a plus de 1000 châteaux en Périgord. Ah, quand même! Ah, il y en a plus, on croit qu'on en a compté 1200. Il faut dire que Beynac, il est quand même très impressionnant. Vu du ciel, au-dessus comme ça de la rivière, c'est sublime. C'est l'archétype de la forteresse moyenâgeuse. Placé comme il est placé, un à-pic de 150 mètres. C'est fou, on a le vertige. C'est le vertige de l'histoire ici. Tiens, en parlant de vertige, on pourrait aller voir là-haut ce que ça donne, parce que la vue doit être pas mal. Oh, c'est une des plus jolies vues du monde. Je suis chauvin, mais tu vas voir, je t'y conduis. Allez, je te suis. Ce n'était pas une promesse de Gascon. Le point de vue est réellement sublime. C'est vraiment ce qu'on appelle un haut lieu. D'abord parce qu'on est à plus de 150 mètres au-dessus de la rivière et on est en face d'un des paysages, de mon point de vue, c'est le cas de le dire, le plus tendre du monde. Et pourquoi ce paysage est aussi tendre? Parce qu'il est humanisé. Il y a des millénaires qu'ici, l'homme façonne la nature. Et je trouve que l'homme et la nature, ici, ont eu la main très heureuse. Et c'est pour ça que je souhaite qu'il y ait toujours des cultivateurs. Parce que ce qui fait le charme des paysages périgourdins, c'est cette humanité qui s'en dégage. Un beau paysage rend quiconque artiste. Alors tiens, artiste, tu peux le dire, parce que juste en face de nous, il y a également les jardins de Marquessac. Alors ça, c'est une folie inspirée de l'Italie. Il y a 150 000 pieds de buis taillés, l'artopierre, enfin voilà, des sculptures végétales. On sent qu'il y a une osmose, en fait, entre l'environnement et les lieux créés par l'homme, comme tu le dis. On est dans un environnement totalement façonné par la main de l'homme, et pourtant, tout paraît très, très naturel. Et ça fait partie du génie, de la beauté des paysages du Périgord. On associe souvent le Périgord avec l'expression art de vivre. C'est joli, art de vivre. Vivre peut être un art. Absolument. C'est un art. Je parlais tout à l'heure d'artiste, justement. Je pense que le paysage, l'environnement, participe du bonheur de vivre. On vit plus heureux dans un beau paysage. Et
je crois qu'on vit plus facilement heureux dans un paysage comme celui que nous avons sous les yeux. Je crois que le bonheur est plus facile en Périgord. Alors, on va m'accuser de chauvinisme, mais je crois que c'est un peu vrai. C'est peut-être pas le paradis, mais je crois que c'est la dernière étape avant le paradis ici. I'm sorry, let's make this polyphonic.